Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 août 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer que je serai absent la semaine prochaine et aussi la suivante quelques jours. Je vais encore marquer une dernière pause estivale et je serai donc de retour à partir du 10 septembre en pleine forme pour reprendre les émissions, que ce soit le briefing des marchés ou les stratégies bourse Forex. Donc bien évidemment, il n'y aura pas à partir de la semaine prochaine de briefing des marchés ni de stratégie bourse comme prévu le 1er ou le 8 septembre. Tout de suite, on va s'intéresser aux bourses européennes, donc, qui ont terminé encore une fois dans le rouge jeudi, mais montaient quand même après la présentation très attendue par la Réserve fédérale américaine de sa nouvelle stratégie, qui laisse augurer un maintien prolongé de taux d'intérêt quasi nuls aux États-Unis et surtout une tolérance assez accrue à une inflation supérieure à 2%. Alors hier, la nouvelle stratégie dévoilée par la Fed après 2 ans d'études et de débats prévoit un objectif d'inflation de 2% en moyenne sur la durée et si besoin, en laissant filer pendant un certain temps les prix à la hausse pour compenser des périodes d'inflation inférieures à l'objectif. Côté US, on a eu un peu des bourses qui ont évolué en ordre dispersé. Le S&P et le Dow Jones ont fini dans le vert à la suite de cette fameuse présentation, tandis que le Nasdaq terminait en repli après avoir inscrit un record en séance. Toutefois, le Nasdaq a quand même enregistré plusieurs séances consécutives de hausse et de records historiques cette semaine. Alors, comme je vous le disais, la Réserve fédérale, elle, a dévoilé sa nouvelle stratégie visant à ramener les États-Unis au plein emploi et à favoriser la remontée de l'inflation, des objectifs ambitieux dans une période marquée quand même par une croissance et une inflation qui restent faibles et qui semblent quand même appeler aussi à persister. Enfin, pour terminer, du côté macroéconomique, nous avons eu la contraction de l'économie américaine au deuxième trimestre, qui a été largement, enfin du moins, elle a été légèrement moins brutale qu'estimé initialement, à 31,7% en rythme annualisé, contre 32,9% annoncé initialement. Et encore une fois, les inscriptions hebdomadaires au chômage continuent d'osciller autour du seuil du fameux million. Côté graphique maintenant, côté macro, je veux dire, pardon. Ici, nous avons les géants de la tech, encore une fois. Le Nasdaq qui, lui, évolue dans la stratosphère depuis maintenant plusieurs semaines. Mais ce graphique permet de voir un peu la nouvelle rotation qu'on a eue, le nouveau changement, la fameuse accélération en l'espace de 15 ans et de vous rendre compte que de l'évolution entre 2005 et 2020, où les plus grosses capitalisations en 2005, c'était General Electric avec 382 milliards, suivi de ExxonMobil. On avait quand même Microsoft en troisième position, suivi des bancaires, du secteur pétrolier surtout, Royal Dutch, BP, et enfin des cosmétiques avec Johnson Johnson. Et en 2020, très clairement, on avait plutôt quand même un secteur, enfin du moins une répartition assez diversifiée. Vous voyez qu'on avait de la santé, de la finance, de l'énergie, des techs, des produits de distribution. Et aujourd'hui, en 2020, est-ce que nous assistons à un cycle uniquement sur la tech ou sommes-nous sur des investisseurs un peu en manque d'imagination et qui se réfugient en quelque sorte sur les valeurs refuges, euh, même si cela peut paraître un peu bizarre, mais actuellement, en soi, les valeurs technologiques sont considérées comme des valeurs refuges. Et en 2020, on constate que il n'y a aucune diversification dans le portefeuille des, des opérateurs de marché. On est focus uniquement sur de la tech. Alors ok, on a Saudi Aramco qui pèse quand même 2000 milliards de capitalisation,
seule entreprise à faire partie un peu des poids lourds au sein des différents indices. Mais sinon, on est sur de la tech, que de la tech. Donc, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, quelques géants chinois quand même, avec Alibaba et Tencent, mais ça reste aussi de la tech. Donc, un gros manque de diversification de la part des gérants. Un biais qu'on pourrait croire que les valeurs technologiques sont une valeur refuge. Finalement, c'est ce que donne l'impression quand on regarde les indices, quand on regarde le Nasdaq qui, lui, surperforme très largement l'ensemble des autres indices. On a très clairement l'impression soit que les investisseurs se dirigent dans les valeurs technologiques car ils considèrent qu'elles sont sorties par le haut de la crise et donc qu'elles constituent en quelque sorte des valeurs refuges, soit derrière, ça risque aussi de créer une bulle, un peu comme en 2000 où c'était le fameux FOMO, tout le monde achetait de la tech en pensant que ça ne pouvait que monter et derrière, on connaît bien évidemment le résultat. Mais surtout, ce qui est impressionnant de voir, c'est l'amplification, j'ai envie de dire, de la capitalisation. On voit quand même qu'on était sur des niveaux aux alentours de 380, allez, 400 milliards en grand max, et aujourd'hui, ça a quasiment plus que triplé. On est vraiment sur des niveaux records, sachant que, comme je vous le disais en début de semaine, on a quand même des sociétés comme Apple qui, depuis le début de l'année, a pris plus de 800 milliards de capitalisation. Amazon, il me semble qu'on n'est pas loin des 700. Microsoft aux alentours de 400. Donc, véritablement, ces géants de la tech continuent tout simplement de dévorer le monde. Ici, c'est l'indice Fear and Greed Index. Donc, si je vous ai mis cet indicateur, toujours un peu intéressant à suivre et à regarder, c'est un indicateur de peur et d'avidité, tout simplement. Ça permet de prendre la température sur le marché et de voir par quelles émotions sont drivés les investisseurs. Et ce qui a été intéressant de voir avant la crise du Covid, c'était que l'indicateur, on était en extreme greed, on était à 97 juste avant le fameux crack. Donc encore une fois, plus on va rentrer dans cette zone d'extrême avidité, plus il va falloir se montrer prudent. Et hier, justement, on est passé en zone d'extrême avidité. Et quand on regarde la tête, effectivement, des indices américains, alors c'est sûr que quand on regarde le CAC 40, on n'a pas l'impression qu'on est en extrême avidité, mais sur les indices américains, ça pourrait commencer à coincer. Donc certes, il y a encore une marge de manœuvre pour aller atteindre le fameux niveau record, on est allé chercher quasiment 97 voire 98. Toutefois, toujours garder un œil sur cet indicateur qui permet, comme je vous le disais, de prendre la température, savoir les émotions des gérants, des investisseurs et savoir un peu dans quelle phase on se trouve. Et souvent, quand on arrive trop proche de l'extrême avidité, bien souvent, on assiste à une correction assez violente du marché. Donc, à surveiller, étant donné qu'on est rentré maintenant dans cette fameuse phase d'avidité. Et inversement, quand on passe en extrême fear, donc en extrême peur, eh bien c'est pareil, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut commencer à regarder pour éventuellement acheter, se positionner à l'achat. Et même constat en mars, l'indicateur qu'on a touché le point bas de mars, on est tombé à 1. Et derrière, le marché, vous connaissez la suite de l'histoire, a quasiment tout retracé, que ce soit pour le S&P ou le Nasdaq. Donc cet indicateur est quand même assez pertinent, je trouve. Il ne donne pas vraiment un signal d'entrée ou de sortie de position, mais il peut vous inviter à la prudence ou vous éviter d'avoir des biais. Au contraire, d'éviter d'être comme la masse, faire comme les moutons, et de se dire, tiens, si on se rapproche trop de l'extrême grid,
peut-être il serait intéressant d'alléger ou de se couvrir, et inverse, quand tout le monde a peur, quand tout le monde est pessimiste, eh bien finalement le pire est peut-être derrière nous, et résultat, c'est ce qu'on a eu au mois de mars, puisque les indices derrière sont remontés et ont procédé quand même à une ascension assez fulgurante et ascensionnelle. Côté graphique, alors, on va s'intéresser tout de suite au CAC 40. Mais pas grand-chose à dire sur l'indice CAC qui est complètement léthargique. Il se passe rien. Marché réservé toujours aux traders scalpers intraday, toujours quelques points à prendre. Quand on vient chercher la zone 5050, 5070, on voit qu'on a quand même une bonne réaction du marché. Mais sinon, pour les traders plutôt swing, eh bien, seule la cassure de ce triangle permettra d'offrir vraiment une stratégie intéressante. Mais là, pour le moment, un marché complètement mou. Encore une fois, hein, toujours essayer des ventes, toujours essayer de chercher des ventes sur les 5050, 5070, ça peut être intéressant, mais vous voyez que bon, on vient chercher la moyenne mobile 50, on n'arrive pas vraiment à l'enfoncer. On a un marché qui est assez lourd, assez vaseux, j'ai envie de dire, qui a vraiment du mal à bouger, qui est en perte de vitesse en quelque sorte, peut-être besoin d'un catalyseur alors que les US continuent de monter, le CAC 40 ne fait strictement rien. L'euro ce matin progresse, donc évidemment ça pénalise les places européennes, mais quand même, ça ne suffit pas à rendre cet indice aussi mou depuis le 5 juin. On a des indices américains qui, eux, montent, inscrivent de nouveaux records, et un CAC 40 qui sous-performe, mais très largement. Donc, pour ma part, je trouve que l'indice CAC 40 n'est pas très intéressant, en tout cas à trader. On a éventuellement ce range ici à surveiller, mais on a du mal. On a vraiment du mal à partir dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, pour ça que je vous disais que c'est un marché réservé pour les traders intraday, voire des scalpers qui sont capables, voilà, dès qu'on arrive sur les 5070, 5050, eh bien déclencher une vente pour prendre quelques points, vite mettre son stop à break-even, et vous voyez quand même qu'à chaque fois, ça a plutôt bien fonctionné. Mais sinon, même dans ce range, on a du mal à faire des belles rotations complètes qui permettraient, voilà, de mettre un peu en place une stratégie un peu swing de moyen court terme. Pour l'instant, le marché est quand même, comme je vous le disais, plutôt léthargique. D'où l'intérêt pour moi d'attendre la cassure d'une de ces deux bornes, qui devrait donner le point de départ d'un mouvement directionnel, logiquement, d'un point de vue de l'analyse technique. Car pour l'instant, eh bien, on s'ennuie un peu sur l'indice CAC 40, même en donné une heure. Voilà, on a éventuellement un triangle ici de court terme. Voilà. Ça peut être intéressant de surveiller ça. Voilà, là, on a un beau triangle qu'on est en train de faire en donné une heure. Et pareil, encore une fois, essayer d'attendre soit vraiment un retour là-haut, ou tout simplement, pareil, la cassure qui pourrait donner une nouvelle accélération. Mais on n'a pas beaucoup de points à prendre. Vous voyez qu'on est plutôt dans un marché qui offre 40-50 points, donc plutôt de intraday. Et pour les scalpers, bon, ça vous fait un intra-scalping, j'ai envie de dire. Mais sinon, il faut encore une fois prendre son mal en patience et attendre la fameuse sortie de ce triangle. Le DAX. Le DAX de range en range, encore une fois, même constat en donné une heure. Toutefois, je note que on tente de sortir par le haut de cette zone en données hebdomadaires. Donc à voir bien évidemment la clôture de la bougie hebdo. Pour le moment, il reste quand même encore quelques heures de cotation. Mais on va peut-être enfin réussir à s'extraire du haut de cette zone. Et puis si ça tient, aller fermer le haut du gap complètement, vers les 13 500. Toutefois, je note aussi, voilà, potentiellement un range à venir. Et ici,
un chandelier de retournement avec un dark cloud cover. Couverture en nuage noir. Petite couverture en nuage noir. Pour le moment, qui semble fonctionner. Sur borne haute de range et sur résistance. Vous voyez, on est ouvert avec un gap ici. On a avalé et on retrace plus de 50% du corps de la bougie précédente. Donc, plutôt un signal de retournement. Pour le moment, le marché part. Ce qui pourrait laisser à penser qu'on aurait potentiellement un range à venir. Mais rien de sûr. Encore une fois, d'où l'intérêt vraiment d'affiner sur les unités de temps plus courtes. Et le DAX, lui, évolue de range en range. Pour le moment, on est vraiment dans une tendance haussière. Et en données 1 heure, encore une fois, voilà. Où est-ce que nous en sommes? De nouveau dans un range. Pareil, plutôt une stratégie encore de ping-pong, tout simplement entre les deux bornes, et d'attendre la cassure pour se positionner. Très clairement, une clôture et un franchissement des 13 002, eh bien, ouvrirait la voie pour aller chercher les 13 003, puis sûrement d'aller enfin fermer le gap vers les 13 004. Par contre, en cas de sortie par le bas, eh bien, ça renforcerait le signal daily du dark cloud cover et cela permettrait d'aller chercher au contraire les 12 775 points. Le Dow Jones, c'est bien toujours haussier pour ma part. Toujours haussier. Les bourses européennes ne font strictement rien, alors que l'indice Dow Jones eh bien, suit son cours, j'ai envie de dire. Et puis les futurs là, actuellement sont dans le vert. Et puis on essaye doucement d'aller grignoter chaque jour un peu l'énorme gap qu'on a eu ici. Mais on est quand même plutôt bien parti. Donc la stratégie swing consistant à se positionner au-dessus des 28 002, pour le moment, n'est toujours pas, du moins, on fonctionne plutôt bien. Et les bourses américaines ne vacillent pas, contrairement aux bourses européennes. Donc pour l'instant, le Dow Jones, toujours cette stratégie un peu haussière, dans un premier temps, pour aller combler le gap. Après, à partir de là, je serai neutre. Bien évidemment, la grosse résistance est aux alentours de 29 400, 29 600. Mais on a un niveau de prix intéressant qui reste ce gap à venir chercher. Voilà. Donc, il y avait, depuis les 28 200, il y avait 600 points à prendre. Là, les futurs sont légèrement dans le vert. Et puis, si on continue et qu'on termine la semaine en beauté, eh bien, le Dow Jones devrait techniquement venir combler ce gap. À partir de là, je serai plutôt neutre à court terme. La tendance actuellement est haussière. On n'a aucun chandelier de retournement sur toutes les unités de temps. Bien au contraire, voilà, on a une belle bougie flux. Actuellement, cette semaine, on casse des résistances, donc poursuite de la hausse, poursuite de la dynamique haussière, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Théorie de dos intacte, que ce soit en données daily, en données 4 heures. Donc vraiment, pour l'instant, ça ne sert à rien d'être à contre-courant tant qu'on n'a pas enfoncé un support ou qu'on n'a pas véritablement un chandelier assez puissant. Et en données 1 heure, même constat. Voilà. Si véritablement on a cette sortie de fanion un peu de biseau, et bien si on reporte le mât ici, on devrait aller très facilement chercher le gap pour se diriger, voire même vers les 29 400. Autant sur les places européennes, je suis un peu sceptique, dubitatif même de la hausse à venir, autant à très court terme sur les bourses américaines, je suis plutôt haussier tant que nous n'avons pas un signal technique fort, une bougie flux impulsive qui enfoncerait des supports. Là, pour l'instant, je garde l'objectif du comblement du gap, tout simplement. Côté Forex, on va s'intéresser aux paires en euros essentiellement. Alors, l'euro-dollar,
qui finalement tente quand même d'invalider cette divergence baissière. Les annonces de la Fed d'hier ont fait vaciller, j'ai envie de dire, l'euro, mais derrière ça tient, le dollar ne parvient pas à rebondir. Pourtant, on avait une belle divergence baissière sur l'euro, une belle divergence haussière sur l'indice dollar, donc vraiment un bon niveau de convergence, mais derrière, ça n'a pas l'air de prendre. Donc, encore une fois, une clôture au-dessus des 1,1875, eh bien, serait la première alerte qu'enverrait le marché pouvant invalider cette divergence baissière. Bien évidemment, elle sera invalidée si le marché repasse au-dessus des 1,1980, des précédents plus hauts. Mais là, comme ça, le marché quand même tente actuellement de passer en force la résistance des 1,1875 et derrière, on pourrait tout simplement aller chercher la borne haute du canal et continuer la consolidation. Donc le pullback, ce n'est pas pour tout de suite. On avait plutôt des bougies d'indécision en données hebdomadaires, et là, véritablement, c'est vrai que si on clôture, vous voyez, même en daily et en hebdo au-dessus d'un 18,75, bien très clairement, on a quand même des acheteurs qui gardent la main, tout simplement, et on pourrait poursuivre cette hausse. Encore une fois, et si on monte un peu trop haut, je ne vois pas trop comment les bourses européennes pourraient continuer de monter. Plus l'euro va monter, plus cela va affaiblir les places européennes, le CAC et le DAX, et plus cela va au contraire renforcer les actions américaines. Voilà aussi pourquoi on a un véritable décalage actuellement entre le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq versus le CAC 40, le DAX et l'IBEX pour l'indice espagnol. Et en données 4 heures, sortie de range par le haut. Voilà, on avait le beau range 4 heures. La Fed nous avait fait un magnifique yo-yo histoire de venir chasser tous les stops de tout le monde. Pour celles et ceux qui ont décidé de trader les news économiques, donc chose quand même à éviter de faire. Et finalement, durant la nuit, sortie par le haut du range et donc nouvelle jambe de hausse. Si ça tient cet après-midi et que les Américains ne retournent pas le marché, c'est d'effectuer des oscillations à l'intérieur de ce canal. Donc ce serait un retour sur les 1,1987. Pour le moment, la divergence n'est pas invalidée, mais très clairement, on a des signes qui montrent que les vendeurs, finalement, n'arrivent pas à se manifester dans l'immédiat sur l'euro-dollar. L'euro GBP. L'euro GBP à la croisée des chemins. Allons-nous valider un double top ou sommes-nous sur la borne basse d'un range? Voilà. Donc très clairement, pareil, depuis quasiment 2 mois, il ne se passe pas grand-chose sur cette paire, si ce n'est qu'on est dans un range, encore une fois, compris entre 0,9140 et 0,8940, donc un petit range de 200 pips quand même. Donc, encore une fois, une stratégie de ping-pong et de retour à l'envoyeur se met en place. Pour l'instant, pas de changement de retournement. En tout cas, éventuellement ici, un premier petit doji, mais ce n'est pas suffisant. Ce serait intéressant d'avoir une bougie flux. Par contre, en cas de cassure sous ce niveau d'incursion, là, ce serait un double top qui devrait se mettre en place. Donc, à surveiller, cassure du support risquerait d'envoyer les prix vers la MM200. À court terme, enfin du moins à court terme, en daily, comme je vous le disais, pour l'instant, je ne remarque pas de signal de retournement. Et en données 4 heures, c'est encore un peu limite. On a éventuellement eu cet avalement, mais je trouve que c'est pas suffisant.
Voilà, j'aimerais avoir une bougie daily un peu plus conséquente qui donne un peu plus d'indications dans les prix. Si on termine sur un marteau, si on fait une belle mèche, que finalement on tente de faire un marteau ou un plus gros avalement ici qui pourrait donner naissance à une étoile du matin, dans ce cas-là, oui. Là, actuellement, il est encore trop tôt pour affirmer si oui ou non on a véritablement un signal de retournement. C'est encore, faut laisser un peu plus de temps au marché et ne pas se précipiter surtout. Ne pas tomber finalement dans le piège et partir sur un double top et derrière que ça dégringole. Mais pour l'instant, en tout cas, même en donner 1 heure, pas beaucoup d'informations. Ça se stabilise. On est plutôt dans une phase de stabilisation, j'ai l'impression. Donc encore une fois, rien ne presse. On est en fin de semaine. Regardez vos graphes à partir de lundi. Toujours aussi éviter de se positionner avant les week-ends. On ne sait jamais, on peut toujours avoir des gaps le lundi, des news, mais plutôt encore une fois un plan de trading, j'ai envie de dire, à surveiller pour la semaine prochaine. L'euro face au yen japonais. Alors, où en sommes-nous? Risque de double top aussi ou de range à venir. Là, on est en train de faire un bel avalement. Alors, autant en données journalières, ça ne m'intéresse pas trop. En données hebdo, où en sommes-nous? Bon, on travaille quand même la MM200, on est toujours sur un gros niveau de support, on est dans un range en fait, sur cette paire. Et en données 4 heures, voilà. Voilà actuellement le range qui est en place. Donc ici, on a eu un dark cloud cover. Pour le moment, c'est en train de corriger. À surveiller, encore une fois, un retour des prix sur la borne basse. Ici, on a quand même une tendance qui est ultra haussière depuis le 11 mai. Risque, bien entendu, de double top aussi, mais tant que ça casse pas, pareil, la borne basse de ce range 4 heures pourrait permettre tout simplement de se positionner sur repli, étant donné que l'euro reste quand même fort pour le moment, et qu'un retour ici permettrait à l'investisseur particulier d'avoir un point d'entrée optimal, étant donné qu'on est véritablement pour l'instant dans une phase de consolidation. On avait une très légère divergence ici, pas très impressionnante. Mais bon, plutôt, vous voyez, vraiment sentiment que ça consolide pour l'instant. On a marqué 2 tops, quasiment au même niveau. Voilà. Donc, consolidation, mais on est plutôt haussier. Donc pareil, en cas de cassure, ce serait d'aller chercher les 123,30. Sinon, eh bien, chercher à se positionner dans le sens de la tendance sur la borne basse. Et puis derrière, si finalement on casse la borne haute, eh bien, cela offrirait une sortie de rectangle par le haut et donc un excellent ratio si vous arrivez, bien entendu, à accompagner le momentum le plus loin possible. Concernant les matières premières maintenant, avec le gold. Alors, le gold qui tente de sortir par le haut de ce triangle descendant, encore une fois confirmé sur clôture. Le gold, comme la plupart des métaux précieux, du moins comme le silver, ont le vent en poupe, j'ai envie de dire, et évolue dans un magnifique canal haussier qui permet de cadrer la dynamique des prix. Plusieurs soutiens, MM200, borne basse, prise d'appui ici sur le niveau de support. Là, on tente tout simplement de sortir par le haut de ce triangle. Donc la cassure de l'oblique devrait logiquement, pareil encore une fois, d'attendre la clôture, mais permettre une nouvelle accélération en direction des plus hauts. Et en cas de cassure des plus hauts, eh bien, ce serait d'aller chercher la borne opposée.
Mais très clairement, l'once d'or continue de briller. Voilà, soutenu aussi par les fondamentaux, ayant donné 4 heures, si on affine, eh bien, on est en train de sortir par ce petit range 4 heures qui a été en place depuis depuis le mercredi, depuis le milieu de la semaine. Et donc là, on est en train de sortir par le haut et de franchir l'oblique baissière. Donc, patience, mais le gold pourrait de nouveau offrir un nouveau signal technique haussier et déclencher ainsi une nouvelle chambre de hausse. Donc, pour l'instant, le gold, sûrement l'un des actifs les plus beaux de l'année, dans une belle tendance haussière sur toutes les unités de temps. Donc, essayons plutôt de se positionner sur des replis, sur des signaux techniques pour profiter d'une nouvelle envolée vers de nouveaux records à moyen long terme. Le pétrole Brent, ça partait bien hier, ça partait bien, ça faisait un magnifique avalement, vous voyez qu'on a fait un beau gap, derrière on est repassé sous MM200, on avait un magnifique avalement, puis on a quand même retracé. Là, ce qui est embêtant, c'est que la mèche est quand même... On est toujours sur un avalement, mais ce qui est embêtant, c'est que la mèche est aussi longue que le corps. Donc ça montre quand même que les vendeurs n'ont pas véritablement pris à prendre l'ascendant psychologique complètement. On a eu vers une clôture quasiment ici, on repassait sous la zone. Là, ça aurait pu être un signal intéressant. Là, ça montre quand même que, eh bien, finalement, on a quelqu'un en face. On a toujours des acheteurs qui sont présents, qui veulent soutenir le marché, mais ça plafonne. On monte doucement, on monte en crabologie, tout simplement. Un peu en avant, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière. Ça donne l'impression que ça consolide, mais que ça monte doucement. Toujours le sentiment que cette hausse reste limitée. On est en plein dans la zone en hebdomadaire. Donc, à surveiller cette clôture. Bien entendu, la hausse, en cas de poursuite de la hausse, ce serait d'aller chercher les 49. Voilà. Pour moi, c'est l'objectif maximum que je me donne sur le pétrole. C'est ce niveau-là. Même si j'ai plutôt un biais baissier, comme je vous le disais sur le pétrole, je trouve que la hausse reste limitée. Toutefois, si on repasse véritablement au-dessus de la même 200, ce serait d'aller chercher les 49. Mais plutôt chercher des signaux vendeurs dans cette zone qui commence véritablement à m'intéresser. Mais pour l'instant, on n'a absolument rien sur le marché pétrolier. Et que là, on reste sous la MM200. Donc, certes au-dessus de la zone, mais quand même sous MM200. Donc, tant qu'on est sous cette MM200, difficile d'être haussier pour aller chercher le niveau des 49. Donc, encore une fois, il faudrait véritablement une belle bougie flux au-dessus de ce niveau. Et là, oui, on pourrait aller chercher les 49. Mais dans l'immédiat, on voit que le marché est quand même un peu lourd et a du mal à trouver une direction claire. Le light, pareil, ça démarrait bien pour le light, avec une belle bougie flux et impulsive hier qui aurait pu former une étoile du soir. Derrière, on a quand même bien remonté. On a le sentiment qu'on est un peu sur un pendu, mais je trouve pas très joli, honnêtement, ce pendu. Étant donné qu'on est quand même au-dessus de la zone, j'aurais préféré qu'on repasse sous la zone. Là, en hebdomadaire, voilà, on est pile poil légèrement au-dessus, mais on est très très limité, je trouve. Autant sur le Brent, il y a une marge de manœuvre plus importante, autant sur le WTI, là, il n'y a pas grand-chose à prendre. Il n'y a vraiment pas grand-chose à prendre. On pourrait bien faire un excès pour aller chercher cette EMM, mais elle va continuer à descendre tout doucement et à venir renforcer cette fameuse résistance. Donc voilà pourquoi je me montre prudent, parce qu'on est véritablement sur un énorme niveau technique. On teste depuis quasiment plus de 2 mois, on tente de faire un petit passage en force, mais bon,
la taille des bougies ne représente rien. Encore une fois, il faut une cassure avec une bougie flux, véritablement. Vous voyez, comme ici, on avait du corps dans les bougies. Là, on monte parce qu'on monte en crabologie. Mais on n'a pas l'impression que le marché a une grande conviction dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi je me montre prudent et que je considère qu'ici, on est quand même sur une zone idéale de vente. Toutefois, il faut un signal technique et nous n'avons toujours pas de signal technique. Voilà ce qui manque. On est sur un gros niveau de résistance, mais voilà, on ne vend pas une résistance comme ça, au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Il faut absolument un signal technique, un chandelier, une divergence, un catalyseur, une news qui permettrait vraiment de déclencher le signal. Et pareil pour un support, hein, on achète les supports, mais sur repli, via un chandelier. Pour l'instant, marché piégeux, marché qui tricote, marché qui donne des faux signaux et marché qui a besoin d'un retour des investisseurs pour donner un peu plus de visibilité et de volatilité. Pour l'instant, il ne se passe absolument rien et comme je vous le répète encore une fois, il faut aller là où se passe l'action. Et depuis 2 mois, il ne se passe absolument rien sur le marché pétrolier. Le BTC, il se passe aussi pas grand-chose sur ce marché. Toujours prisonnier de cette divergence baissière, j'ai envie de dire. On est repassé sous le niveau des 50, on est allé chercher le niveau des 38,2. Bon, pour moi ici, ça ne constitue pas un niveau de repli idéal pour se positionner. J'attendrai quand même un peu plus bas, à savoir le niveau des 50 ou la même 50. Étant donné qu'on a la divergence et que la théorie des divergences veut que on aille chercher l'objectif des 50% de la dernière vague de hausse ou de baisse. Pour le coup, ici, on est sur une vague de hausse, on est venu chercher les 38,2. Il manque encore un petit chouïa à venir prendre, ce serait le niveau des 50. Là, ce serait intéressant. Mais pour l'instant, pas grand-chose à faire. Soit d'attendre un repli un peu plus conséquent, soit une cassure des 12 000 pour se repositionner et aller chercher les 14 004 derrière, voire les 13 000. Mais en hebdomadaire, bon, ça consolide presque. On est sur un repli, un retracement pour l'instant. Pas d'inquiétude au niveau des bougies, pas de bougies de retournement en hebdo, des bougies plutôt d'indécision et de correction, mais pas de signal d'alerte dans l'immédiat. En daily, pareil. Et en données 4 heures, bon, toujours sur sous MM, voilà. Tant qu'on est sous MM200, MM50, difficile d'être haussier, hein. Pour l'instant, on a un double niveau de résistance ici, donc là, ça consolide. Si ça sort par le bas, eh bien, vous connaissez l'objectif, c'est 10 007, 10 009, puis à l'approche de la MM50, essayez de surveiller éventuellement un signal de retournement. Mais pour l'instant, il faut laisser la correction se faire. Et là, pareil, à très très court terme, encore une fois, hein, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc, pour le moment, pas de signal de retournement. Et éventuellement, si on casse la MM50 et bon, ça c'est vraiment à très court terme, mais on pourrait voilà, faire ce double bottom. Là, on est dans un range. Et si on casse cette MM50 en 1 heure, eh bien, on aurait éventuellement un double bottom, donc une fin de tendance baissière de court terme, et cela permettrait de relancer la dynamique haussière. Enfin, pour terminer, on va regarder l'Ethereum face au dollar. L'Ether, c'est la même chose. Mais l'Ether est un peu plus sexy que le BTC, je trouve. On avait quand même ce magnifique double bottom.
on a une tentative de reprise haussière de long terme sur la crypto. Toujours un objectif à 550 pour ma part, qui me semble tout à fait envisageable. On a fait déjà la moitié du chemin, on est venu prendre les 436, 450 quasiment. Bon, ça consolide. On est peut-être monté un peu haut, un peu vite, mais derrière, je garde un objectif à 550 sur l'Ether. En journalier, par contre, même constat que sur le Bitcoin, divergence baissière qui ouvre la voie à un retracement. Et actuellement, c'est le cas. Vous voyez quand même qu'en daily, on a quand même fait une belle ascension. 90% en l'espace d'un mois. Le marché ne monte pas en ligne droite, à part sur le Nasdaq, mais c'est jamais bon. Je préfère un marché qui monte et qui suit les concepts donnés par la théorie de Charles Dow plutôt qu'un marché qui monte en ligne droite, qui suit les concepts donnés par la bulle spéculative. Vous voyez, comme ici. Voilà, ça c'est bulle. Ça, c'est une tendance saine où on va chercher à se positionner sur des replis ou des cassures de précédents plus hauts. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà les belles tendances à saisir et éviter les marchés stratosphériques. Et pour l'instant, sur l'ETR, sur l'Ethereum, eh bien, ça retrace. Pareil, l'objectif serait d'aller chercher les 50%. Donc, pas d'inquiétude tant qu'on ne repasse pas sous la même 50. Et par contre, véritable inquiétude, c'est si on repasse sous la ligne de coup, sous les 317, là par contre, ça risquerait de coincer. Mais pour l'instant, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, ça consolide, divergence en place. Essayer de mettre une petite oblique, mais elle n'est pas vraiment belle. Éventuellement une épaule tête-épaule ici, j'ai l'impression. On va essayer de regarder en données 4 heures. Ouais, on pourra avoir une épaule tête-épaule. Elle n'est pas super belle. Épaule, tête, épaule, un peu complexe. Elle est vraiment pas très belle. Bon, je vais plutôt considérer qu'on a un gros niveau de support ici. Comme sur le BTC, on est sous MM50, MM200. Et pareil, pour l'instant, ça corrige. Et puis si on repasse au-dessus, eh bien, attendez-vous à une nouvelle jambe de hausse pour aller chercher l'objectif final à 550$. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et encore une fois, petit rappel, je serai donc absent la semaine prochaine et une partie de la semaine suivante. Donc, il n'y aura pas de stratégie bourse comme prévu le 1er septembre et le 8 septembre. Retour des stratégies bourse à partir du 15 septembre, comme il se doit tous les mardis à 14 h. Et pour le briefing des marchés, retour du briefing des marchés à partir du 10 septembre. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end et donc on se retrouve très bientôt pour faire un nouveau point complet sur l'ensemble des marchés.